Hello, good afternoon, and welcome Bonjour et bienvenue à l'événement parallèle officiel de la 20e session de l'Assemblée des États parties au traité de Rome de la CPI, organisée par Stop Ecocide Foundation. Bonjour à toutes les personnes des 4 coins du monde. Nous avons environ 1300 participants aujourd'hui et nous avons une panoplie fantastique de panélistes, d'intervenants pour nous parler de cette nouvelle ère, de cette jurisprudence internationale et du droit sur l'environnement. Et tout d'abord, je voudrais commencer par un petit communiqué pratique. Eh bien, nous avons toute une multitude de langues que vous pouvez utiliser et sélectionner, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous cliquez sur le globe et ensuite interprétation et vous choisissez la langue désirée, et également nous vous encourageons, malgré ou à cause du grand nombre de personnes, de garder vos questions pour les panélistes et les experts à la fin et d'utiliser le chat de questions et de réponses, pour le chat plutôt de la boîte des questions et réponses plutôt que le chat. Le but de ce soir, c'est de discuter sur la définition d'écocide et de penser comment ceci peut être mis en œuvre dans le droit international. La définition de cette année parle de l'écocide en tant qu'acte illégal et arbitraire et qui peuvent vraiment causer donc des dommages durables et à long terme sur l'environnement. Si ceci est adopté, eh bien cela va ruiner donc les crimes de guerre et aussi ça va défier les dirigeants. Et même si cela ne se passe jamais, eh bien, ceux qui font des campagnes, elles pensent vraiment à l'existence de l'écocide pour changer les comportements. Certainement, le crime d'écocide peut soulever suffisamment de doutes pour inverser tout ce que nous avons vu lorsque les tribunaux disent qu'ils partagent des inquiétudes environnementales quant au projet des ressources naturelles, par exemple, et pour comprendre que les sociétés sont responsables de ce type d'actes. Donc, il faut changer les comportements, les mentalités par rapport à les décisions. Le crime d'écocide pourrait donc révolutionner encore plus juridiquement s'il était intégré au statut de Rome. Et comme nous savons, ceci gouverne le travail de la Cour pénale internationale et il y aurait un nouveau crime pour la CPI. Ça deviendrait l'écocide, le 5e crime défini. Et donc, effectivement, évidemment, la CPI se concentre sur les dommages sur l'humanité, mais l'écocide se concentre sur les dommages sur la planète. Il y a un besoin de cette protection en vue des personnes impliquées dans les campagnes. Ceci est indéniable. Et ceci rassemble beaucoup de personnes. Nous avons Emmanuel Macron, président de la France, qui soutient ceci dans le droit international. Le pape Francis aussi a dit que l'écocide doit être reconnu en tant que 5e crime. Il y a beaucoup à discuter, donc nous avons des experts et nous avons les parties prenantes dans ce domaine de la loi, du droit, ici avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, eh bien, j'aimerais donner la parole tout d'abord aux représentantes respectueuses du Vanuatu, Madame Elie Van Vliet. Vos Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement intitulé Écocide, définition d'un 5e crime que le Vanuatu est fier de co-organiser. Je souhaite tout particulièrement bienvenue à la princesse
Princesse Esmeralda de Belgique, et Miadi Bastida, la communauté Otomi Toltec. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Un grand merci aussi à la Fondation Stop Écocide, à l'Institut pour la sécurité environnementale et au projet de paix de la Haye qui ont contribué à rendre cet événement possible. Chers amis, le sujet des crimes environnementaux, et plus précisément du crime d'écocide, figure depuis plusieurs années à l'ordre du jour officieux de l'Assemblée des États parties. C'est en 2019, lors de la 18e session de l'Assemblée des États parties, que notre ambassadeur de l'époque auprès de l'Union européenne, son Excellence John H. Licht, a appelé les États parties au statut de Rome à se joindre à nous dans un dialogue sur la possibilité d'amender le statut de Rome pour faire de l'écocide le 5e crime international. Cette possibilité mérite d'être sérieusement examinée à la lumière de la grave crise environnementale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les conséquences néfastes des crises climatiques et d'extinction sont de plus en plus visibles. Cyclones violents, vastes incendies de forêt, inondations fréquentes, vagues de chaleur et sécheresse font des ravages dans le monde entier. Tous les pays souffrent, mais les petites nations insulaires en développement et les autres États vulnérables au climat sont affectés dans leurs efforts de développement et certains sont confrontés à des menaces existentielles à court terme. Les conséquences néfastes du changement climatique ont des répercussions majeures sur la pleine jouissance des droits de l'homme des générations actuelles et futures, y compris les générations à naître. Chers amis, dans le contexte de ces crises environnementales qui ne cessent de s'aggraver, l'événement parallèle d'aujourd'hui représente un pas en avant par rapport à l'année dernière. Le groupe d'experts indépendants a maintenant terminé son travail sur une définition juridique de l'écocide. Lors de l'événement d'aujourd'hui, nous entendrons les deux coprésidents du groupe, le professeur Philippe Sands et Dior Falso, ainsi que deux membres éminents du groupe, le juge Tuilo Maneroni Slade et Sieda Rizwana Hassan, nous parler de cet important travail. En tant que République de Vanuatu, nous pensons que le travail du groupe d'experts constitue une base solide pour prendre de nouvelles mesures en vue d'un amendement du statut de Rome visant à criminaliser l'écocide. La poursuite d'un tel amendement semble non seulement opportune dans le contexte des preuves de plus en plus accablantes de l'effondrement de l'environnement, mais devient également plus tangible et réalisable à mesure que nous acquérons une connaissance plus approfondie de ses contours potentiels. En tant que Vanuatu, nous restons prêts à jouer notre rôle en veillant à ce que la CPI soit bien équipée pour promouvoir et garantir la justice internationale en ces temps de changement rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie. Et maintenant, nous avons le privilège de présenter la vidéo par sa contribution de plusieurs co-hôtes étatiques. Tout d'abord, Fiame Naomi Matafa, Première ministre de Samoa. Délégués distingués, mesdames et messieurs, Samoa salue l'opportunité de faire partie de cet événement parallèle important. Depuis son tout début, Samoa a été engagé dans le développement, l'établissement et le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Donc, nous affirmons notre engagement et dévouement au principe du statut de Rome et nous renouvelons le soutien pour le mandat et le travail de la Cour. Dans cet esprit, nous croyons qu'il est opportun de discuter comment le mandat de la Cour peut être amené pour porter l'un des problèmes les plus pressants de la Cour, à savoir de la destruction écologique et de la dégradation climatique. En novembre, j'ai appelé les dirigeants mondiaux à la COP26 de Glasgow à agir sur le changement climatique avec la même urgence que celle appliquée pour le programme mondial de la vaccination contre la COVID-19. J'ai rappelé aux dirigeants mondiaux que le changement climatique est au cœur de nos vulnérabilités en tant que nation et peuple.
Nous négocions pour tout ce que nous avons dans les îles du Pacifique. Nous négocions pour notre survie. Samoa reste engagé aux négociations internationales sur le changement climatique et le processus multilatéral et en même temps, nous sommes inquiets que les conséquences des destructions écologiques et de la dégradation climatique sont si sévères qu'elles méritent d'être considérées par le droit pénal international. Nous sommes conscients que le fait d'amener ces problèmes dans l'envergure du statut de Rome entraîne des questions complexes et juridiques et pratiques. Nous demandons donc aux organisateurs de cet événement de mener et de favoriser une meilleure compréhension et de sensibiliser sur le rôle potentiel du droit pénal international pour aborder les problèmes qui sont les plus urgents pour nous, une petite île et une nation émergente. Et bien sûr, pour le monde et globalement, notamment sur le travail de rédaction, sur la définition juridique du mot écocide, ce qui nous permet de comprendre ce qui peut être fait concrètement pour aborder ces problèmes. Nous appelons donc tous les dirigeants à nous rejoindre alors que nous explorons des voies pour faire face à la destruction écologique et à la dégradation climatique par le biais du statut de Rome avec une proposition d'un amendement au statut de Rome en tant que première étape concrète. Alors qu'un tel amendement semble radical aux yeux de certains, les pertes et les dommages dont nous souffrons déjà en conséquence du changement climatique indiquent que ceci n'a que trop tardé. En tant que gardiens de notre environnement mondial, nous devons à notre génération future de faire ce qui doit être fait rapidement et fermement. Avec une vision commune et des solutions communes, c'est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et après ceci, nous avons une déclaration du Bangladesh délivrée par Saber Hossein Choudouri, parlementaire et présent du comité parlementaire dans le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique au Bangladesh. Vos Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs, je vous salue de Dhaka au Bangladesh. Le Bangladesh accueille chaleureusement l'opportunité de participer à cet événement important et de co-faciliter ce dialogue opportun. Je veux répéter dès le début maintenant l'engagement de notre pays et la solidarité au principe du statut de Rome et nous tenons à renouveler notre soutien et mandat pour le travail de la Cour. Le temps est venu de discuter comment le mandat de la Cour peut nous assister dans notre réponse au changement climatique et aux pertes et dommages étendus de la destruction de l'environnement, ce qui est le défi le plus déterminant de notre époque. La totalité du Bangladesh a contribué le moins au réchauffement climatique et pourtant il est le plus vulnérable aux impacts du changement climatique. 1 mètre de plus pour le niveau de la mer, par exemple, déplacera 40 millions d'habitants de nos zones côtières. Nous vivons déjà des sécheresses, des inondations et des schémas météorologiques extrêmes impactant nos vies et nos moyens de subsistance. La sécurité alimentaire est aussi un défi supplémentaire pour nous. Le Bangladesh est à point zéro pour le changement climatique et notre expérience sera celle de tous les autres pays dans un avenir proche. Il n'est pas question de si, mais de quand. Pour nous, le changement climatique est effectivement un défi existentiel et ceci a été capturé dans la motion parlementaire adoptée à l'unanimité déclarant une urgence planétaire alors que nous faisons face à l'une des extinctions les plus énormes jamais connues. La Constitution du Bangladesh est maintenant une nouvelle stipulation, article 18A, selon les principes fondamentaux des politiques étatiques sur la protection et l'amélioration de l'environnement et la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles, la biodiversité, des zones humides, des forêts et de la faune et la flore pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain.
Lors de cette année du forum sur la vulnérabilité du climat, le Bangladesh, sous la direction du Premier ministre Sheikh Hasina, a été une voix puissante pour les pays les plus vulnérables dans le processus de l'ONU et dans les négociations. Le Bangladesh souhaite rester pleinement engagé dans ce processus multilatéral. Nous sommes très inquiets par le manque d'urgence dans les délibérations où le consensus prend la priorité sur des actions courageuses et ambitieuses que nous devons effectuer. Nous n'avons pas le luxe d'avoir du temps et nous devons donc explorer toute avenue potentielle, y compris le droit pénal international, pour complémenter les discussions continues sur le changement climatique. Et il nous faut aussi agir en harmonie avec la nature plutôt que de continuer à lui faire la guerre, comme ceci a été le cas. Élargir l'envergure du statut de Rome pour englober de tels problèmes nécessite une réflexion, une considération minutieuse en termes d'implications juridiques et pratiques. L'Union interparlementaire IPU, l'Organisation mondiale des parlements nationaux, a lors de sa 142e assemblée en mai de cette année, adopté une résolution appelant les 179 membres de parlement de renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus à long terme et graves contre l'environnement et examiner la possibilité de reconnaître le crime d'écocide pour prévenir les menaces et les conflits liés aux désastres climatiques. Le Parlement bengale fait bien sûr partie de cette résolution et explore déjà comment une telle stipulation peut être inclue dans nos lois nationales et intérieures. Nous demandons expressément aux organisateurs de cet événement, avec cette initiative qui va nous permettre à tous d'avoir de meilleures compréhensions du rôle potentiel du droit pénal international pour aborder les questions fondamentales, pas seulement pour les pays vulnérables et émergents, comme le nôtre, mais pour la planète entière. Le Bangladesh appelle tous les dirigeants à s'engager dans cette question critique pour savoir comment assurer un futur durable et sain et la contribution potentielle du statut de Rome dans ce processus très, très important. La planète est notre seul domicile et nous savons qu'il n'y a pas de planète B. Elle a fait déjà face à une urgence. Nous devons agir et agir maintenant, résolument et avec détermination. Si nous échouons dans ceci, nous aurons échoué envers nous-mêmes et envers la génération future. Merci. Thank you, MP Chowdhury. There are two other... Merci beaucoup, MP Chaudhry. Il y a deux ONG qui parrainent cet événement. Et je voudrais remercier Wouter Winning, qui est le président de l'Institut de la sécurité environnementale, ainsi que Chalet Wadamouz, directeur exécutif du projet de la paix de la haie, pour leur soutien. Et maintenant, pour vous donner un petit peu de contexte à ce sujet, je vais passer la parole à Madame Jojo Mehta, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de la fondation Stop Ecocide, ainsi que la présidente de Stop Ecocide. Madame Mehta a assisté à cette croissance remarquable de ce mouvement global pour criminaliser l'écocide. Elle a contribué à ces développements juridiques et à la narrative publique. Elle a également fait appel à un groupe d'experts indépendants pour la définition d'écocide. Madame Mehta, vous avez la parole. Délégués distingués, mesdames et messieurs, le mandat de la Cour pénale internationale est de considérer les crimes qui sont une menace pour la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Notre communauté globale fait face à deux menaces en ce moment qui demandent une action urgente. Nous sommes menacés par le changement climatique et la perte de biodiversité. Et ceci met la paix, la sécurité et le bien-être en péril immédiat. Mesdames et messieurs, ces menaces ne sont pas naturellement occurrentes. Elles partagent une cause qui réside dans le crime d'écocide. Vanuatu a été le premier État de la CPI à faire appel à l'Assemblée des États parties en 2019 pour la considération de l'amendement du statut de Rome pour inclure l'écocide. Cet appel a été raisonné par les Maldives et une année plus tard par la Belgique.
à partir de l'Assemblée globale des citoyens, aussi le pape François ainsi que le patriarche Bartholomé et l'Alliance de la Mère Nature, des gardiens de la Mère Nature. Il y a une déclaration récente du réseau de gouvernance corporate internationale et un groupe d'investisseurs qui ont des actifs pour une valeur de 59 000 millions de dollars qui ont appelé au gouvernement pour collaborer internationalement à pénaliser l'écocide. L'année dernière, en réponse aux parlementaires suédois, notre fondation a fait appel à un groupe d'experts indépendants de 12 cours internationales renommées afin d'élaborer une définition claire et robuste du point de vue juridique de l'écocide en tant que 5e crime international. Le panel est arrivé à un consensus en juin cette année qui a été très bien accueilli sur la scène politique. Les discussions se sont poursuivies pour pénaliser l'écocide et l'événement d'aujourd'hui, c'est la première fois que l'on présente cette définition dans le contexte pour lequel elle a été préparée. L'Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nous sommes ravis de présenter cette définition ici avec le soutien officiel des 3 des pays les plus vulnérables du point de vue climatique, pour lesquels ceci est une menace existentielle et qui sont en train de mener cette conversation urgente et croissante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mehta. Et maintenant, je souhaite présenter Madame Dior Fosso, qui est la présidente, la coprésidente du groupe d'experts indépendants. Madame Fosso est une juriste sénégalaise. C'était la première femme procureure au Sénégal et elle a une très vaste expérience en droit international. Elle a été conseillère du CPI et de la Cour pénale internationale pour le Rwanda. Elle va nous expliquer comment le groupe d'experts s'est accordé à cette tâche, à son mandat, au cours de cette année. Vous avez la parole, Madame Dior Fosso. Je vous remercie, Monsieur le modérateur. Je salue toutes les personnes ici présentes et toutes celles qui nous suivent de très loin. Je voudrais très rapidement, puisque le temps ne me permet pas de développer certains points, vous présenter le travail du groupe d'experts. Madame José Meza a parlé du contexte et c'est après ce contexte-là que le groupe a été mis en place. Il s'agit d'un groupe composé de 14 personnes qui avait été structuré de cette façon, à savoir qu'il y avait 2 coprésidents, 2 vice-présidents et les autres étaient des membres du panel. Tous étaient des juristes émérites reconnus dans leur expertise en droit international, en droit national, en droit de l'environnement et dans des domaines qui regardaient le changement climatique. Alors, ce groupe d'experts avait donc été cosmopolite, venant d'horizons multidisciplinaires, d'horizons différents. Il était multidisciplinaire et c'est cela qui faisait un peu sa force dans la rédaction de cette définition. Alors, nous avons donc, à ce niveau-là, travaillé ensemble pendant 6 mois et en se basant sur une vaste documentation émanant de travaux de groupes d'experts, nous avons aussi pu bénéficier de définitions antérieures et aussi d'experts extérieurs. Alors, cela a permis par la suite de lancer une enquête publique pour avoir les avis de plusieurs personnes, d'États, et cela a abouti à donc ce lancement, cette enquête publique qui nous a donné 402 avis que nous avons tous exploités et donc reçus. Alors, les coprésidents et vice-présidents se sont réunis une première fois au mois de janvier pour pouvoir, disons, faire connaissance et aussi pour définir les modalités de travail à proposer aux panélistes. Alors, ces discussions ont permis de fixer un agenda qui, après validation par tous les membres du panel, comprendrait 5 séances plénières du mois de janvier au mois de juin. Alors, chaque plénière, bien entendu, avait un agenda bien précis
et entre les réunions de ces plénières, pour faire les coprésidents et les vice-présidents se réunissaient pour faire le point et voir un peu quelles étaient les actions à mener pour les réunions à venir. Alors, il y avait des membres de groupe du panel qui avaient été désignés pour faire la rédaction et certaines recherches. Alors, le but et les modalités de cette définition lors de la première réunion a été donc défini. Il ne s'agissait pas en fait d'apporter des modifications substantielles au statut de Rome, mais seulement des amendements qui permettaient de compléter la liste des crimes existants pour y ajouter ce crime d'écocide. Il revenait donc au panel de pouvoir faire en sorte de définir de manière claire, précise et concise aussi avec une bonne argumentation juridique ce nouveau crime à ajouter au statut de Rome. Alors le groupe devait, pour ce faire, en quelque sorte, se référer, bien entendu, aux acquis qui sont déjà contenus dans le droit international, le droit national et le droit pénal, et bien entendu, tenir compte des approches et orientations figurant dans le statut de Rome. C'est ainsi que nous avons pu tenir la première réunion qui a parlé du contexte dans lequel les travaux se dérouleraient et enfin qui a permis de répertorier toutes les actions à mener avant la prochaine réunion. C'est ainsi que les panélistes sont arrivés à un consensus s'agissant des amendements qu'il fallait apporter au statut de Rome en vue d'y introduire ce crime d'écocide. Alors, après discussion, des amendements ont été obtenus. Ils concernaient l'ajout d'un amendement 2 bis dans le préambule, la modification de l'article 5 pour y introduire un petit e, à savoir pour le crime d'écocide, et l'ajout de l'article 8 ter qui définissait le crime d'écocide. Nous avons continué, le groupe a continué ses travaux en, discutant sur les termes, le contenu des termes. C'était extrêmement important et ces discussions nous ont pris quand même beaucoup de temps durant donc la troisième séance. Et donc, il a fallu, avant la quatrième séance, pour faire avancer les débats sur cette question, de soumettre, de créer des groupes, 4 groupes, avec un coordonnateur à la tête qui pourrait donc nous faire des propositions concrètes sur la définition des termes, d'abord, sur la modification de la définition principale qui avait été proposée par les coprésidents et les vice-présidents, sur la mens rea et sur les amendements à apporter au préambule. Alors, il faut reconnaître que ces interventions ont été très efficaces puisqu'ils ont permis donc d'avancer en offrant un choix de propositions, de définitions et de stratégies à envisager pour atteindre donc cet objectif d'insertion du crime d'écocide dans le statut de Rome. Alors, la dernière plénière du mois de juin a permis de finaliser la définition du crime d'écocide en mettant l'accent sur les points de consensus et en y intégrant certaines omissions, en clarifiant certains points de l'agenda. Il a été aussi décidé d'élaborer à côté un document, commentaire, qui accompagnerait la définition. Alors, nous avions terminé pratiquement les travaux et c'est le 22 juin que le lancement public de cette définition-là donc a été fait. Je voudrais, c'est un peu résumé, puisque grosso modo, les travaux de ce panel-là, je voudrais maintenant, puisqu'on me demande de voir un peu, de parler un peu de la pertinence pour l'Afrique, très rapidement dire que la première pertinence pour l'Afrique, c'est de faire partie de cette planète, de vivre dans cette planète. Et il est évident qu'en vivant dans cette planète, il est tout à fait normal et pertinent que nous puissions nous associer à tous ceux qui luttent contre justement les graves dommages qui sont causés à l'environnement. Le deuxième point, la deuxième pertinence importante, je pense que tout comme les États, disons, en développement, ces pays de l'Afrique, considérés comme des pays en développement, à ratifier
à partir justement de cette conférence de Rio, toutes les conventions parlant justement, les conventions, par exemple la convention de Kyoto, le protocole de Carthage et les différents instruments concernant la lutte contre la désertification et la sécheresse. Alors, je pense que ce sont quand même des éléments qui sont très pertinents. Et une autre pertinence qu'on pourrait soulever, c'est le fait qu'il est évident qu'un pays ne peut seul lutter contre tous ces dommages environnementaux, contre tous ces dangers apportés par les changements climatiques. Il est indispensable que tous les pays du monde, puisque nous vivons, comme je l'ai dit au début, dans la même planète, nous sommes tous concernés par ces dommages-là, puissent agir en synergie pour effectivement faire en sorte que les conditions de vie, de nos vies dans cette planète-là soient préservées. Alors, voici en gros, vu le temps qui m'est imparti, ce que je voulais dire sur les questions qui m'avaient été posées. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Ms. Zhou. Now, before we go to Et maintenant, avant de passer la parole au professeur Philip Sands, je souhaite demander aux participants de s'intéresser à la rubrique Q&A, des questions-réponses, et de voir si leurs questions ont été répondues, en fait, parce que, voilà, ainsi on aura une idée des questions critiques, parce qu'il y a toute une série de questions qui sont apparues, et il faut quand même sélectionner les plus urgentes pour y donner une réponse. Et je voudrais également dire qu'au cours de l'intervention du professeur Sands, nous allons mettre à disposition en anglais, français, espagnol et arabe la définition légale d'écocide afin d'accompagner les commentaires et les remarques du professeur Sands. Maintenant, le professeur Sands va nous expliquer le texte de la définition qui a fait le consensus donc de ce groupe d'experts. Et comme vous le savez, le professeur Sands est un avocat anglais-français qui travaille à Londres, mais il est également le professeur de la compréhension publique de la loi à l'université, au College of London, qui a fait un travail historique et indispensable sur la loi, sur l'État colonial, et il a également travaillé auprès de différentes cours internationales, comme la Cour de justice, la Cour sur le droit maritime, la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits humains, ainsi que la Cour pénale internationale. Le professeur Sands a une expérience particulière dans la genèse des crimes internationaux. Il a exploré en profondeur les origines des génocides et des crimes contre l'humanité, et il a également publié différents ouvrages. Professeur Sands, pouvez-vous nous donner vos remarques par rapport à ces points critiques? Merci Patrick. Merci pour cette présentation certainement généreuse. De vous entendre, de vous écouter, et quel plaisir qu'on a travaillé ensemble. When I was invited to co-chair, Quand on m'a invité à co-présider avec Dior ce panel, eh bien, j'avais suivi les événements au cours des années dernières. J'étais professeur de droit environnemental au cours de différentes années et j'ai exercé aussi auprès de différentes cours. Et je voyais qu'il y avait de grandes brèches et de grandes lacunes en droit environnemental international. Et je voyais les 4 crimes, l'agression, les crimes contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre. Tous ces crimes ont existé depuis 1945 et pour des raisons bien sûr très compréhensibles, mais il y avait de grandes lacunes. La grande lacune, c'était le bien-être de notre planète. Mais bien sûr, cela n'aurait traversé l'esprit de personne en 1945. Et pourtant, c'est une véritable lacune. Et c'est pour cela que je me suis réjouie de me joindre à ce groupe de travail qui était d'ailleurs très divers
et qui représentait différentes perspectives. Plutôt que de représenter des États, il y avait différentes perspectives qui étaient représentées. Il y avait des sceptiques, des fondamentalistes, on pourrait dire. Mais l'une de ces joies de ce groupe, c'était justement la diversité par rapport au genre, à la couleur, à l'ethnicité, aux idées politiques. Mais il y avait une série de principes auxquels Dior et moi-même nous nous sommes engagés d'emblée. Nous voulions travailler sur la base du consensus et on sait que quand il y a des divisions, il est très difficile d'avancer. Et le document dont je vais vous parler est un document basé sur le consensus, c'est-à-dire que personne n'a obtenu tout ce qu'il aurait souhaité, mais tout le monde a obtenu quelque chose par rapport à ce document. Un deuxième principe de travail, c'est que nous souhaitions, si vous voulez, nous voulions générer un précédent, c'est-à-dire que il s'agissait de montrer une idée, un texte, une disposition, mais avec des précédents, basés sur des précédents. Or, en fait, là, le texte est tout à fait nouveau, mais chacune des parties de ce texte retrouve un soutien et une autorité sur la base de lois existantes. Le troisième principe, c'est qu'il fallait rester simple. Moi, je sais, d'après mon expérience auprès de différentes cours, que la complexité sape l'efficacité d'un texte. Et ceci est pour moi quelque chose qui a été atteint. C'est le principe du moins c'est plus. Et il peut y avoir des propositions. Là, c'est une base pour la discussion, ce n'est pas le dernier mot. On aurait pu aller plus loin ou alors on aurait pu aller trop loin. Moi, je pense que là, nous avons trouvé un équilibre. Et ici, on n'était concerné pas avec la totalité des dommages, mais le dommage environnemental qui croise donc un seuil de gravité. Et ça fait partie justement de la communauté internationale pour qu'elle l'aborde. Et c'est ça le contexte. Avec l'aide de Jojo Meta, peut-être Jojo, vous pouvez m'assister parce que vous êtes meilleur pour la technologie. On va regarder le texte juridique. Ça, c'est une déclaration d'introduction. Et puis, évidemment, on a du texte avec 6 points d'introduction. Nos termes de référence. Alors, pour préparer un texte qui peut être introduit pour la CPI, on a adopté les textes juridiques de la CPI. Et je suis familier avec ceci. J'ai déjà négocié avec d'autres. J'étais un junior à l'époque. Et donc, avec la délégation des Samoa et des îles Salomon. Donc, nous étions expérimentés là-dedans, dans cette rédaction. Et je sais qu'il y a une question. Pourquoi seulement les individus plutôt que les États et les corporations? C'est parce que la CPI a la compétence seulement pour les individus. Et donc, on s'est concentré là-dessus. On a introduit donc un langage de préambule. Ceci est tiré donc des opinions consultatives de 1996 où la Cour internationale de la justice a reconnu la protection de l'environnement à cette époque, qu'elle fasse partie du droit international. Et on l'a ajouté le 5e crime. On aurait pu l'appeler crime environnemental contre l'humanité, mais finalement, on a décidé pour le terme écocide. D'accord? On trouvait que c'était un élément positif. Ça parle comme le génocide, vous voyez? Et aussi, vous connaissez tous le génocide et le niveau est très haut comme le génocide. Et effectivement, en participant au groupe de travail, j'ai été énormément influencée par le travail de 2 individus qui ont fait énormément contre les crimes de l'humanité du génocide, Charlotte Hapat et Raphaël Linden,
qui était ancien procureur de la Pologne. Et il a été impliqué là-dedans. Il travaillait aux États-Unis et il était réfugié. En 1945, donc, eh bien, la situation était qu'il fallait combler les lacunes à l'époque. Et les experts ont entendu que leurs idées étaient totalement ridicules. Et moi, j'entends beaucoup ce type de commentaires, vous savez. En 1945, ils avaient tort. Et il y a des gens aussi qui ont tort aujourd'hui quand ils disent que ce n'est pas le bon moment. C'est le bon moment. C'est ça la mentalité dans laquelle nous avons travaillé. Et nous avons décidé donc du terme écocide. Alors, comme vous voyez sur l'écran, l'article 8 terre a été ajouté, qui est simple, propre et modeste comme définition de l'écocide. Pour le but de ce statut, écocide veut dire illégal, acte illégal ou arbitraire engagé avec la connaissance que la probabilité substantielle, réelle que ces actes causeront à l'environnement des dommages graves qui sont étendus et durables. Donc, nous avons travaillé ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Jojo, regardons un petit peu la signification de ces mots. Par exemple, vraiment qu'un manque de respect non minutieux pour le dommage, et ça doit être clairement excessif. C'est les intentions avec des conséquences sur des conséquences sociales, économiques et humaines. Donc, vraiment, effectivement, manque de respect, c'est-à-dire ne pas regarder les conséquences pour vos actions environnementales. Ceci est suffisant pour atteindre le seuil. Et je vais parler du seuil. La sévérité, évidemment, ça doit être défini. Et c'est donc avec des changements contraires et très sérieux, une perturbation, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de prouver le mal ou les dommages sur les êtres humains. C'est très important. On voulait que ça soit écocentrique, pas que l'environnement soit dépendant sur le bien-être de l'humanité. Ça doit être protégé en soi-même. Effectivement, effectivement, c'est très intéressant. Et j'ai vu Christopher Stone a parlé de ceci, de droit des arbres. Et effectivement, c'est un niveau très, très haut pour l'environnement. Étendu, c'est géographique comme élément, mais on voulait être clair aussi que étendu, ça ne veut pas dire seulement croiser des frontières géographiques. Ça peut être donc débordé d'une espèce, débordé d'un écosystème. Et à long terme, c'est très important, durable, et c'est irréversible, qui ne peut pas être redressé par un redressement naturel. Alors que les crimes contre l'humanité, les génocides, ces définitions doivent être décidées par les juges de la CPI de la même manière que les crimes internationaux, et environnement, très simple, ce qui veut dire évidemment la terre, etc. Prochaine diapo. Alors, ce qui nous était très intéressant pour nous, très important, c'est d'avoir plusieurs seuils. Il faut les traverser pour un acte particulier, pour qu'il soit, oui ou non, un crime contre l'environnement, un crime d'écocide. Le premier seuil, c'est la connaissance de la probabilité substantielle ou réelle, et ce qui inclut une situation où quelqu'un échoue. Et donc, s'ils avaient regardé ceci, s'ils avaient considéré ceci, eh bien, est-ce qu'ils auraient fait ceci? La connaissance de cette probabilité.
Alors, grave. Ceci doit être grave comme dommage ou préjudice environnemental pour traverser ou aller au-delà de ce seuil. Eh bien, ceci va limiter le type de situation qui se soulève. Une question, pourquoi on n'a pas produit une liste d'actes, vous voyez, illicites ou arbitraires? Et c'était tout un débat dans le groupe. Il y en a qui étaient vraiment pour une liste d'actes, d'autres qui ne le voulaient pas. Et moi, j'étais contre cette liste d'actes. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez énuméré des actes, vous pouvez exclure d'autres actes, voyez? Et deuxièmement, et en tant que défenseur, je veux dire que si vous incluez une liste d'actes, vous devez inclure des problèmes de changement climatique. Et effectivement, ce n'est pas vraiment très bon pour ceci, ça ne va pas être accepté. Donc, il faut que ça soit pour les procureurs, pour les juges qui, eux, vont décider justement de ceci au niveau des actes et ne pas avoir de liste. Prochaine diapo. La gravité doit être accompagnée par soit donc un dommage étendu ou un dommage durable. On n'a pas dit étendu et long terme. On a dit étendu ou long terme. C'est l'alternative. C'est ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas obligé d'être les deux. Voilà, prochaine diapo qui montre la définition de l'environnement d'une manière très large. Donc, il y a un deuxième seuil. Ce n'est pas seulement la connaissance d'un dommage substantiel et important. Les actes doivent être soit illégaux, soit arbitraires. Alors, illégaux, c'est selon le droit national ou international. Et le problème avec illégal ou illicite, ce n'est pas suffisant parce qu'au niveau national, peu d'actes sont désignés comme illégaux en termes d'environnement. Et deuxièmement, illégalité au niveau national, ça ne serait pas suffisant parce que tout doit être légalisé comme acte d'obstruction et va être exclu. Donc, le deuxième seuil est une alternative. C'est ou soit illégal ou arbitraire, illicite ou arbitraire. Voilà, à nouveau, nous avons pris ceci du droit pénal international avec le dommage sur des citoyens et on voit des objectifs militaires et aussi les conséquences sur les civils et ceci a obtenu certains commentaires et même certaines critiques et je suis tout à fait ouvert aux critiques pour élaborer un ensemble plus clair de textes juridiques. Et pour finir, alors, c'est important de montrer la définition. Nous avons décidé que c'est un crime de mise en danger plutôt qu'un dommage matériel. Donc, nous avons dit que ceci doit être préventif en tant que d'approche et la tâche n'est pas de criminaliser le dommage qui s'est déjà produit. Pourquoi? Comme les génocides et les crimes contre l'humanité, eh bien, les textes adoptés par la CPI vont contribuer au changement pour sensibiliser les besoins de protéger l'environnement. Ça va être un instrument supplémentaire dans les munitions qui peuvent être utilisées pour prévenir contre les actes plutôt que de les punir une fois qu'ils se sont produits. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Pour conclure, j'ai passé 10 ans
immergé dans les origines des crimes contre l'humanité et les génocides et comment ils se sont développés dans les années 30 et 40 du XXe siècle. Et finalement, en 1945, nous étions nous avons fait face aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait vraiment un sens de la puissance de la loi, surtout en incluant le droit pénal international, devait être inclus pour limiter ou prévenir ce genre de choses, qu'elles se repassent. Et beaucoup de travail a été fait. Et avec le statut de Nuremberg, avec différentes résolutions qui ont été créées, et le but a été atteint avec la CPI. Et aujourd'hui, notre environnement, qui est commun, est dans un état dans lequel il est absolument menacé. Ma génération a détruit toutes les choses pour la prochaine génération. Moi-même, j'ai participé aux négociations pour la Convention de la diversité en 1999 et pour le changement climatique en 92. C'était plusieurs années et nous n'avons rien fait pour résoudre le problème. Nous avons une responsabilité pour la prochaine génération. Ce qui m'a motivée pour ce travail, en fin de compte, c'est les mots de mes propres enfants qui ont 20 ans, qui me disent et qui me rappellent que la loi, c'est un instrument qui peut être utilisé pour des valeurs futures. Ceux qui disent non, ça prend du temps, c'est trop dur, et bien justement, c'est ce qu'on dit, ce qui a été dit en 1945, exactement la même chose, ce qui a été entendu. Et je suis absolument convaincue que le crime d'écocide sera adopté. Et le problème, c'est pas si, c'est pas quand et avec quelle forme. Et c'est à vous, les participants d'aujourd'hui, de vous exprimer et de nous accompagner pour aller de l'avant. Donc, merci à tous les pays qui soutiennent cette vision pour aller de l'avant pour le droit international, pour protéger l'environnement en tant qu'entité en lui-même et pour les prochaines générations. Merci Jojo pour m'avoir invité à parler. Merci beaucoup, professeur Sands. Et je regarde la fonction des chats qui vous accompagne absolument sur l'urgence de maintenant qu'il faut incorporer ceci dans le droit international. Nous avons la chance d'avoir deux autres membres du groupe de rédacteurs et de notre panel des pays co-autres. Alors, je veux inviter le juge Twilo Maneroni-Slade de Samoa pour nous donner ses réflexions. Le juge Slade est un ex-juge à la CPI et a avant représenté Samoa à l'ONU et a présidé l'association des petits États îles. Il a été 2 fois nommé secrétaire général du Forum des îles Pacifiques. Il est très respecté en tant que voix diplomatique dans la région Pacifique. Alors, juge Slade, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Smith. Merci beaucoup. Et le professeur Philippe a donné une excellente présentation en détail du travail du panel international. Vu le temps que j'ai, alors je vais me limiter à quelques réflexions, en particulier par rapport à la pertinence de tout ceci pour notre région du Pacifique. Monsieur le modérateur, il y a 20 ans, nous sommes allés à Rome, horrifiés par les atrocités des conflits nombreux pour chercher la protection pour tous et pour des liens communs de l'humanité, pour créer quelque chose de mieux pour notre monde. La Cour pénale internationale en a été le résultat, une création donc d'un leadership global dans un moment de l'histoire. C'était le statut de Rome qui était une étape visionnaire. Aujourd'hui, la Cour existe pour la prévention de crimes internationaux et pour l'exécution de la justice internationale.
les crimes graves qui sont inquiétants pour la communauté internationale globalement, car ils menacent non seulement la paix, mais aussi la sécurité et le bien-être de notre monde. Et il y a une détermination solennelle pour prévenir de tels crimes et pour mettre fin à l'impunité pour les auteurs de crimes. Il y a un moment, nous avons entendu de la part des États membres, y compris le mien, sur leur foi et engagement inébranlable à l'objectif et au principe du statut de Rome et au soutien national du rôle essentiel que la Cour joue en faisant partie d'un ordre basé sur des règles au niveau international. On a entendu le dommage, le danger sérieux et grave et les menaces envers ces pays-là. Pour les petits pays en particulier, vu leur état petit et leur vulnérabilité, il n'y a pas beaucoup d'options. En fin de compte, c'est un ordre mondial, c'est l'état de droit qui va fournir la protection la plus efficace. Monsieur le modérateur, la création du statut de Rome, comme l'estimé Kofi Annan l'a décrit, a été lorsque des bonnes personnes parlent au nom des victimes innocentes, des crimes horribles et au nom du droit international. Quand nous regardons autour de notre monde aujourd'hui, eh bien, il y a encore plus de victimes innocentes, en particulier les victimes d'actes illicites ou arbitraires ou excessifs et causant des dommages graves et étendus ou à long terme ou à l'environnement, y compris le système climat mondial. Selon nous, il y a donc une exigence substantielle et juste internationale pour des actes environnementaux et écocides et brutaux qui doivent être examinés en termes de la structure et des principes du statut de Rome. Donc, nous pensons que nous sommes d'accord avec professeur Saint. Le moment historique est venu pour donner une attention précoce et complète et une attention complète. Nous sommes conscients et nous sommes très respectueux par rapport aux points de vue concurrents. De notre côté, les évaluations autoritaires et de preuves scientifiques sont nombreuses et abondantes et depuis longtemps. Et déjà, elles sont époustouflantes par rapport à leur urgence et le besoin donc des réactions mondiales sérieuses. Nous pensons que l'écocide que nous voulons voir en tant que le 5e crime international est la telle réponse. Comme il est cadré par le groupe international, le panel international, l'écocide doit donc être un vrai crime de la CPI en ligne avec le statut de Rome et pour maîtriser le pouvoir du droit international pour la protection de notre environnement mondial partagé. Il y a un besoin aussi de permettre donc le fait que aucune des stipulations juridiques internationales existantes ne protège l'environnement mondial en tant que soi-même, pour lui-même. Donc, de nouvelles pensées, de nouvelles perspectives doivent se produire, car la science est au-delà de la clarté et la preuve de dommage est bien établie et étendue et brutale et arbitraire au niveau de ce dommage environnemental envers le système de notre climat. Et c'est essentiel pour les ressources environnementales dans votre pays, dans votre région, dans mon pays et dans la région du Pacifique. Merci beaucoup. Thank you so much, Judge Slade, for those comments. Merci beaucoup, Juge Slade. Et maintenant,
Je vais passer la parole à Syeda Rizana Hassan, qui est une avocate et environnementaliste du Bangladesh. Elle a rempli différentes positions au sein de différentes ONG, mais elle est également la présidente exécutive de l'Association environnementaliste du Bangladesh. Et elle a également lutté contre la pollution de fleuves, la pollution industrielle, la minerie déréglementée, la culture de crevettes commerciales ainsi que la perte de biodiversité. Tous ces cas redéfinissent les notions habituelles de développement et méritent une considération environnementale. Madame Hassan, est-ce qu'on peut avoir vos réflexions par rapport à la question de l'écocide et le rôle de la CPI? Merci beaucoup, distingués délégués. Pour moi, le fait de présenter une définition d'écocide, eh bien, c'est vraiment très important parce que c'est justement très urgent de mettre en place et d'opérationnaliser un cadre fort, pénal pour la destruction environnementale que le monde traverse. Et le fait de faire partie de ce groupe qui a développé cette définition d'écocide, eh bien, cela a été pour moi un privilège, vraiment pour faire valoir mes perspectives et pour contribuer avec mon expérience en tant qu'avocate environnementaliste du Bangladesh. Le Bangladesh, c'est le delta fluvial le plus important du monde, ainsi que le 8e pays le plus peuplé du monde. Nous avons été bénis avec des terres très fertiles et la plupart des personnes dépendent de la nature et des ressources naturelles. Mais nous vivons également sous cette menace du modèle de développement qui est très accéléré, très intensive et qui très intensive du point de vue de notre empreinte de carbone. Et tout ceci détruit les ressources du pays. Nos fleuves sont très pollués. Il y en a qui sont biologiquement morts. Notre capitale est l'une des villes où il est le plus difficile de vivre dans le monde. Notre degré de déforestation est 2 fois plus important que partout dans le monde et nos terres agricoles sont contaminées par les produits chimiques et par les métaux lourds. À part ces anarchies environnementales qui ont été créées à échelle nationale, nous sommes également victimes de crises qui vont au-delà de nos frontières. Et ce serait très hypocrite, et c'est très hypocrite comment le Nord global a choisi les plages du Bangladesh pour déverser leurs substances dangereuses. Et il y a beaucoup d'énergie polluante qui a été produite dans notre pays et qui a ravagé les fleuves et les forêts. Et il y a eu beaucoup de schémas de développement qui ont été développés dans notre pays et qui ont vraiment ravagé la biodiversité. Et ce n'est pas surprenant que le Bangladesh soit en position 162 sur 180 pays par rapport à la performance environnementale et le 124e pays de 139 pays par rapport à l'état de droit. Mon pays est l'un des plus vulnérables à cause du changement climatique et maintenant nous apprêtons à perdre 21 de nos villes côtières, c'est-à-dire c'est un tiers de notre masse terrestre. Pour le Bangladesh, le changement climatique est une question de justice et nous serons forcés à dessiner, à établir une nouvelle carte géographique du pays à cause des effets adverses. De façon regrettable, ces actions sur l'environnement ont servi des intérêts économiques et ont ravagé la terre, la biodiversité et les communautés.
et on a ignoré l'existence d'alternatives durables, accessibles et plus sûres. Dans de nombreux pays en développement, les offenses contre l'environnement sont traitées comme des crimes. Cependant, il y a certains systèmes juridiques domestiques qui ne sont pas capables de fournir une justice environnementale, comme le Bangladesh. Il y a le système juridique domestique au Bangladesh qui se trouve sous une forte pression politique quand il s'agit de défendre l'environnement. Et les personnes sont sans défense à cause de cette position gouvernementale et à cause d'un agenda politique développé. Le nombre de défendeurs de l'environnement sous menace est en train de croître de façon alarmante au Bangladesh. Et dans cette situation désespérante, si nous devons sauver la Terre, la justice environnementale doit faire partie de l'agenda global. Et on nous montre le changement climatique avec sa crise existentielle pose une crise existentielle pour 52 petites îles États. Le fait de nous appeler civilisés, eh bien, cela veut dire que nous ne pouvons pas échouer à fournir de la justice. Et la CPI a les outils pour terminer cette culture, pour mettre un terme à cette culture de l'impunité et pour mettre un terme à ces agresseurs de l'environnement que nous pouvons maintenant définir comme écocides. Merci, merci beaucoup de cette contribution. C'est un honneur d'avoir cette perspective. Et maintenant, nous aurons l'opportunité d'entendre différentes perspectives de la part du Moyen-Orient. Nous avons une contribution par vidéo de Son Altesse Royale El Hassan bin Talal de Jordanie, qui a été défendeur et qui a co-présidé la commission indépendante sur des questions humanitaires internationales et qui a produit un rapport qui s'appelle « Gagner la race humaine, vaincre la race humaine, l'appel à un nouvel ordre international ». Il est également ancien président du Club de Rome ainsi que président du groupe consultatif sur l'eau et l'assainissement des Nations Unies et il a également présidé différentes organisations en Jordanie dédiées entre autres à la poursuite de la paix par le dialogue, la science et la politique, y compris le Forum de la pensée arabe ainsi que l'Institut d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et l'Institut royal pour les études interconfessionnelles. Nous serons enchantés d'entendre ces réflexions dans cette brève vidéo. Merci, merci beaucoup d'avoir organisé cette belle conversation, ce beau débat avec les personnes qui m'ont précédé, les représentants de Samoa ainsi que les penseurs, les experts qui ont reconnu les aspects les plus importants de l'écocide. Et ce qui a été très bien décrit d'ailleurs par le pape, cela fait quelques jours sur une île grecque où il a dit que nous assistons à ce naufrage de la civilisation avec ce réchauffement 2 fois plus important que la moyenne. Il y a des millions de personnes qui, d'après l'Institut Max Planck, qui vont vivre dans des régions inhabitables vers la moitié du siècle, ce qui veut dire que la mer de la mort est une réalité. Et je dis cela avec un grand regret parce que lors de le sommet de Casablanca en 1994, on avait proposé, et ma proposition avait été soutenue par Shimon Peres à l'époque, nous avions proposé que 64 milliards de dollars soient dédiés à encourager la volonté des personnes de rester dans leur pays, du Maroc et sur la rive sud
sud de la Méditerranée. Nous avions vu le commissaire de l'Union européenne, Manolo Marin, et il avait dit, voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. La paix, malheureusement, peut être considérée comme une conséquence de la guerre, mais l'élan de la guerre, l'inertie de la guerre nous mène à prendre des décisions arbitraires parce que, bien sûr, personne n'a pensé à créer un droit sur la paix ou un droit humanitaire qui serait développé dans des aires ou dans des domaines élémentaires en termes de crise nationale. Mais ces crises ne sont plus nationales si d'ailleurs elles concernent le reste de l'humanité. Et je dois dire en ce sens que les crises de la migration de la Syrie et de l'Amérique ont été vraiment un phénomène qui a rendu palpable l'incapacité de la communauté internationale. D'ailleurs, l'espèce Homo sapiens vit à un point tournant très important et il est important maintenant de voir l'histoire. Et c'est seulement cette vision qui va nous aider. Nous avons produit un appel en 1997 pour l'ordre humanitaire international. Et je me souviens que les Nations Unies ont cannibalisé nos suggestions. Mais à part cela, c'est vrai que, enfin, maintenant, je vous présente une réflexion ici, une réflexion là, mais en tant qu'espèce humaine, nous n'étions pas prêts à vivre par rapport à cette perte de cogito. Nous avions parlé de génocide, mais nous n'avions pas parlé du fait de limiter la capacité de la planète de se redresser. Le royaume de la pensée et de la réflexion, le royaume du cogito, comment éviter d'autres dommages qui vont porter atteinte au cogito. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Et nous avons vu que nous avons le risque de glisser vers le suicide collectif en tant qu'espèce et d'aller vers un omnicide, c'est-à-dire une annihilation de la vie sur Terre. Moi, j'espère que cette approche des Nations Unies et l'approche tout spécifiquement de la CPI vont permettre de désigner un organe central qui soit pleinement reconnu et qui puisse agir pour une période déterminée de temps afin de fournir un focus sur ce désastre spécifique parmi les priorités que l'on pourrait avoir en tête par rapport à ces désastres et par rapport à la sphère terrestre et de considérer les conséquences potentielles du point de vue d'un réseau international. Les excuses, la COVID, les vaccins, nous avons entendu après les désastres de la COVID jusqu'à présent et je pense que plutôt que des vaccins nationaux, nous avons besoin d'équité sociale, nous avons besoin d'une vision importante sur tous ces défis. Et l'écocide, j'espère, va rassembler différents leaders. Mais malheureusement, c'est vrai que nous sommes à un moment dans l'histoire de l'humanité où le concept du moi et moi et moi encore ne devrait plus prévaloir. Je vous remercie pour votre temps et pour vos efforts. Merci beaucoup, Altesse Royale. Nous avons maintenant l'opportunité d'écouter Son Altesse Royale, la princesse Esmeralda de Belgique, qui s'est jointe à nous en direct. Elle est l'auteure d'un documentaire. Elle est également environnementaliste et elle est activiste des droits des femmes et des droits des indigènes. Elle s'est prononcée sur toute une série de sujets sensibles afin de faire face au passé, de construire une meilleure société à l'avenir. Elle est présidente du Fonds Léopold III pour la préservation et la conservation de la nature.
Friendship Belgium et elle est également ambassadrice de WWF. Princesse Esmeralda, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités, Jojo. Nous parlons ici d'un double crime. La mort de notre climat et de notre biodiversité. Le changement climatique est parmi nous. En ce moment, en Afrique de l'Est, 26 millions de personnes luttent pour vivre et il y a des centaines d'animaux qui meurent à cause d'une sécheresse extrême. La perte de biodiversité se produit à un rythme qui est 1000 fois plus rapide qu'avant que l'humanité domine la planète. Nous aurons perdu 60% de notre biodiversité et nous avons affaire à des extensions massive. Et c'est vraiment, cette crise, c'est l'une des plus grandes menaces que l'humanité a confrontées. La biodiversité est l'élément le plus vital de notre planète. Les écosystèmes rassemblent le monde et nous permettent d'avoir accès à des services de base comme les denrées alimentaires, la pollinisation, les médecines, la séquestration de carbone, les forêts et les océans. Cependant, nos forêts et océans sont sous menace. La déforestation est en train de s'accélérer en Afrique centrale ainsi que en Afrique du Sud et en Asie. Une cinquième partie de la forêt amazonique est en train d'être perdue et maintenant libère plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Et les océans, la façon dont on traite les océans est tout à fait irresponsable. Nous allons vraiment dévaster les ressources avec cette pêche excessive et avec ce déversement de polluants. Donc, nous avons identifié le crime, mais qui est l'assassin, qui est le criminel? Eh bien, c'est nous, l'espèce humaine. Nous avons vraiment altéré notre environnement et nous avons exploité toutes les autres espèces et nous sommes en train de détruire notre système de vie, notre support pour la vie. Mais penser que nous avons affaire à cette crise économique, eh bien, ceci est un artifice. Comme Geneviève Gunther l'explique, en cachant les véritables responsables, nous sous ce pronom nous sommes en train de cacher les véritables responsables politiques alors que des millions de personnes meurent. Nous savons que c'est les pays industrialisés qui sont les responsables de la plupart des émissions de CO2 et nous savons aussi que les pays du Sud global sont ceux qui portent le fardeau de cet impact. Nous savons que 70% des émissions des gaz à effet de serre sont attribuables à 100 producteurs de combustibles fossiles. Les fermes industrielles utilisent 70% de l'eau potable et polluent des fleuves et des mers avec leurs produits chimiques, alors que la production agricole représente aussi un quart des émissions de gaz à effet de serre. Nous savons aussi que la minerie a des impacts dévastateurs et cause l'acidification de l'eau, l'érosion du sol et la pollution de l'air. C'est-à-dire que nous devons faire des pas concrets et rendre responsables les corporations et les individus qui sont responsables de cette destruction de l'environnement et de la souffrance des personnes qui vivent là-bas. Nous devons aussi reconnaître la responsabilité des pouvoirs coloniaux qui ont bâti leur richesse et leur développement en extrayant les ressources du Grand Sud, du Sud global, en détruisant des pays et des religions au nom de la suprématie blanche, causant la mort de millions de personnes et la dévastation de l'environnement. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce pillage européen, la dominance économique et qui
ont conduit à des conséquences que nous vivons encore aujourd'hui. Comme résultat de cette exploitation, nous avons les descendants des indigènes et des esclaves qui ont été marginalisés. Moi, je voudrais citer Malcolm Ferdinand, qui est un chercheur qui a dit que d'un côté, il y a une population dominante à l'ouest. Ensuite, il y a les populations dominées qui sont exploitées. Et cette séparation persiste aujourd'hui parce que cette économie de l'extraction et de la monoculture intensive existe encore. Et les personnes du Sud global sont exploitées par des consommateurs qui se trouvent loin. Voilà, c'est une nouvelle forme de colonialisme qui prévaut aujourd'hui. Et ces ressources sont extraites du Sud global pour l'intérêt des pays du Nord qui causent cet écocide et ce génocide parce qu'il y a des populations, des peuples indigènes qui sont en première ligne pour défendre leur biodiversité et qui subissent les effets de tout cela. En 2020, 217 environnementalistes, activistes de l'environnement ont été morts, assassinés. La plupart étaient des indigènes et des latino-américains. Et nous avons tellement à apprendre de ces peuples parce qu'ils ont vécu en harmonie avec la nature pendant des centaines d'années. Nous avons perdu leur philosophie. Maintenant, l'heure est à apprendre à travailler avec la mère terre avec respect. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Altesse. Et maintenant, nous allons entendre notre dernier intervenant qui va apporter une perspective importante qui n'a pas été reconnue the context of international fora, including the International Criminal des Court. forums internationaux, y compris la CPI. Mais ce contexte aura une importance profonde pour la crise écologique que nous avons devant nous en tant que communauté humaine. Mindahi Crescencio Bastita Munoz est un ancien et un porte-parole de la nation autochtone mexicaine du nom de Otomi Toltec. Il est le directeur du programme des nations originelles à The Fountain et un membre de la délégation de la Mère Nature. Il est un membre exécutif de l'Alliance des gardiens de la Mère Nature et un porte-parole du Grand Conseil de l'Aigle qui a été récemment créé et du Condor. Il est aussi le coordinateur général du Conseil régional Otomi, du bassin de la rivière Lerma élevé supérieur au Mexique, qui promeut les droits de la nature et de la mer-terre, ainsi que les droits de l'autodétermination des nations originelles. Les communautés autochtones ou nations originelles autour du monde ne forment que 5% de la population mondiale. Et pourtant, 80% de la biodiversité mondiale est directement protégée par ces communautés-là. En faisant partie de la consultation publique portée par la Stop Ecocide Foundation pour aider à informer le travail des experts, eh bien, les porte-paroles autochtones de plusieurs régions du monde ont été consultés. Mindahi Bastida, vous êtes parmi eux. Nous avons hâte de vous entendre. Quelles sont vos réflexions sur la définition et sur le travail futur pour incorporer l'écocide dans le droit international? Merci à vous. Muchas gracias, señor moderador. Merci beaucoup. Distinguidos delegados. Et avec votre permission, chers délégués, vos excellences, mesdames et messieurs, la loi sur l'écocide est selon donc la loi contre les atrocités. Pour les peuples autochtones, nous avons cette connaissance du monde, nous savons comment vivre avec la terre, en harmonie avec elle et en constante responsabilité avec la terre. Et c'est pour ça que les populations autochtones du monde, nous voyons
que ce groupe d'experts de rédaction, grâce à cette consultation qui s'est passée, grâce à ce panel, la voix a été écoutée des populations autochtones du monde. Et un aspect clé de cette consultation a été la protection naturelle qui a besoin de la protection des pratiques culturelles et spirituelles des populations. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer ceci. La culture est très liée à la nature. Ceci veut dire que nous sommes la nature. Nous sommes les rivières, nous sommes les lacs, nous sommes les mers. Nous sommes la terre et nous sommes le cœur de la terre. Et nous vivons et nous allons mourir ici. C'est extrêmement important. Sur la définition du dommage grave. Ces définitions ont plusieurs impacts sur la vie humaine et aussi sur les ressources naturelles et les ressources culturelles qui sont liées avec tous ces liens avec la vie humaine sur la Terre. Ce système mondial, cependant, a toujours quand même beaucoup à faire. Depuis, pour nous, pour utiliser justement ces ressources culturelles, ces ressources, il nous faut réfléchir au lien entre l'humanité et la nature. C'est une étape vers l'avant, c'est une bonne étape vers l'avant. Nous croyons aussi que lorsque nous disons écocide, eh bien, nous leur donnons la même importance que le génocide. Nous reconnaissons que ceci est très, très important pour l'humanité, pour protéger la mère nature. Et c'est une bonne étape vers l'avenir et c'est fondamental. Comme vous savez, ceci a été mentionné aujourd'hui, les populations autochtones gouvernent 80% des ressources naturelles. Ce n'est pas une coïncidence puisque nous sommes connectés à la terre, nous sommes connectés aux valeurs sacrées. Donc, l'eau est un élément sacré et la terre est un élément sacré de la vie. Et c'est ce qui nous fait des êtres humains. Et donc, comme le prince jordanien l'a dit, c'est pas seulement moi, c'est pas pour les sociétés, les corporations qui tuent la vie. Les multinationales ne devraient pas transformer, mais elles devraient respecter la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, les populations autochtones, qui formons le monde. Nous devons le faire ensemble avec les autres. Il est temps maintenant de le faire. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci infiniment pour votre contribution qui est extrêmement importante. Vu les statistiques dont on parlait plus tôt et le rôle des communautés autochtones en tant que gardiens de la terre avec la biodiversité. Alors, la prochaine partie maintenant de la réunion est d'ouvrir, donc de donner la parole aux questions. Mais avant de faire ceci, nous avons en fait une intervention de dernière minute d'un autre intervenant. Il s'appelle William Rolland Destaper, ambassadeur belge à La Haye. Et je pense qu'il est là maintenant parmi le groupe et nous aimerions vraiment
Ravi de vous entendre, monsieur. Ah, Oui, je suis là. Excellent. Dernière minute, vraiment, parce qu'on m'a juste envoyé le lien. Je vous remercie. Je vais dire quelques mots très rapides en français avant de faire une rapide intervention en anglais de la part de la Belgique. Tout d'abord, je suis vraiment très heureux de pouvoir participer et assister à cet événement important, passionnant, c'est-à-dire, et je voudrais aussi préciser, exceptionnellement bien organisé. Et donc, je vous remercie et je vous félicite. J'ajoute que c'est évidemment pour moi, un privilège tout particulier de pouvoir, brièvement intervenir dans cette réunion à laquelle, participe, également Son Altesse Royale la Princesse Esmeralda de Belgique. And I will now just say a few words, in English, Maintenant, with je vais your parler en anglais avec votre As many of you will permission. know, Comme vous at le savez, l'année dernière, pendant le débat de la 19e the Belgian Deputy Prime session de Minister, l'Assemblée Minister of des États Foreign Affairs, partis, eh said bien, clearly la ministre des Affaires that étrangères, Madame Sophie Wilness, the a parlé de la tragédie de la commission commission de graves actes contre l'environnement, qui sont des actes écocides qui affectent la communauté internationale globalement. Ils ont été décrits très éloquemment par les panélistes aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Belgique s'est déclarée prête à parler de la possibilité d'introduire ce crime dans le statut de Rome, dans le cadre juridique de la prochaine session de l'Assemblée des États partis. Alors, la Belgique reconfirme l'importance de ce sujet dans le débat général. Au niveau interne, la Belgique continue la conversation en vue de la criminalisation du crime de l'écocide dans le code pénal. Et un groupe d'experts désigné par le gouvernement vient de publier un rapport avec une opinion sur ce sujet. Ceci sera complémenté par les efforts au niveau international pour sensibiliser parmi la communauté internationale sur le besoin de lutter contre les conséquences de l'écocide contre l'environnement. Pour finir, le Parlement fédéral lui-même a adopté une résolution récemment, le 2 décembre, en faisant appel à la criminalisation de l'écocide au niveau national et international. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. C'est fantastique comme nouvelle. Et je vous remercie beaucoup pour être intervenu à la dernière minute et nous sensibiliser là-dessus. Alors, finalement, sans plus tarder du tout, je voulais me tourner vers les questions qui ont été proposées et vos questions vers les panélistes, bien sûr. Je veux juste dire que nous, en fait, nous avons passé l'heure de 7 minutes, en fait, mais nous avons tellement de questions que nous espérons au moins prendre 2 ou 3 questions avant de clôturer. La première vient de Stéphanie Vanderberg. Elle dit « Je me demande si les panélistes pourraient commenter sur ce qui leur donne la foi que l'existence simple de l'écocide dans le statut de Rome va effectivement affecter les crimes, parce que ça ne se passe pas avec les autres crimes, par exemple, qui ont été énumérés dans le statut de Rome, et que la CPI a déjà du mal avec un énorme travail. Est-ce qu'un cinquième crime serait trop, justement parce qu'ils ont déjà énormément à faire? Peut-être on pourrait avoir la perspective de Nuroni et de Rizwana là-dessus, s'il vous plaît. Nuroni, si vous êtes là, on pourrait peut-être vous faire intervenir. Vous êtes l'un des rédacteurs. Écoutez, oui, je comprends bien la question, mais je pense qu'il faut comprendre que le statut de Rome est vraiment sur la prévention. Il offre un système crédible de prévention
et qui va décourager les crimes. Il reconnaît que même avec la préexistence de crimes, eh bien, l'expérience de l'humanité jusqu'à présent a été particulièrement difficile pour donc exécuter des mesures pratiques par rapport à ces horribles crimes de guerre, d'agression que nous connaissons. C'est très, très difficile, bien sûr, mais je crois fermement moi-même que l'existence de ces crimes dans le statut de Rome vont pour fournir donc un système de prévention et de découragement contre les crimes qui se passent dans notre monde. Le point a été fait par Philip Sands, que l'une des caractéristiques principales de l'écocide en tant que proposition, eh bien, c'est un crime de mise en danger. Vous voyez? Donc, dans ce sens, c'est comme ceci que nous devons le comprendre. Merci, monsieur le modérateur. Merci, Néroni. Rizwana, est-ce que vous voudriez peut-être commenter, Rizwana? Oui, j'ai la même réponse. J'ai absolument la même réponse. D'accord, c'est clair. Alors, il y a une autre question de Melissa Chartman. Est-ce que la CPI peut gouverner contre les nations non-membres, en référence, par exemple, aux crimes proposés de l'écocide? Professeur Sands, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Question intéressante, évidemment. Il faut regarder les faits. Il y a un cas récent. Il y avait 3 juges de la CPI qui ont décidé que la Cour peut exercer la compétence sur les crimes contre l'humanité, contre la communauté Rohingya et pour ceux qui sont sur le territoire du Bangladesh. Donc, Myanmar n'est pas État partie, mais le Bangladesh l'est. Donc, il semble que les juges ont décidé dans ces circonstances particulières, lorsqu'un crime qui est dans la compétence de la Cour a un effet transfrontalier, eh bien, les actions d'un tiers parti qui ne fait pas partie du statut de Rome peut rentrer dans la compétence de la Cour. Ça a des implications importantes pour l'environnement parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui sont transfrontalières. Et justement, il va falloir réfléchir encore plus là-dessus. Merci beaucoup, professeur Sands. Alors, ceci dit, si on se rappelle de ceci, nous avons atteint la fin de notre session aujourd'hui, ce soir. Donc, je vous remercie infiniment, vous tous qui avez participé. Et comme je vois la participation, des questions, des commentaires par rapport à ce débat sur la substance des questions sur l'écocide et sur les tactiques et les stratégies et qui sont importantes pour en faire une réalité en tant que 5e crime à la Cour pénale internationale, eh bien, nous voulons dire qu'il est absolument pertinent d'en parler aujourd'hui. Je le souligne, nous avons discuté ceci. J'ai beaucoup de messages de WhatsApp, de différents sur le Nigeria qui se plaignent d'une fuite pétrolière qui s'échappent non-stop sur leur territoire nigérien. 2 millions de barils de pétrole ont été pompés dans le delta du Nigeria. Il faut rappeler que ce n'est pas comme d'autres accidents, par exemple, où l'Amérique a donné des compensations de la part de BP. Eh bien, dans ce delta bien particulier, le delta du Niger, 1 milliard de dollars ont été promis en tant que compensation. Et après 60 ans de production au delta du Niger, eh bien, seulement 3 millions ont été payés. Et ceci n'a été même pas géré. Donc,
Les questions sont absolument pertinentes. Ces questions sont pertinentes. Et aujourd'hui, avec la grande gamme d'opinions et le soutien, donc réunis pour ce mouvement-là, pour créer ce 5e crime auprès de la Cour de la CPI, ça a été une soirée très, très intéressante. Merci à vous tous. Je vais repasser la parole à Jojo Mehta, qui a initié cette réunion avec Madame Dior et Monsieur Sand. Merci pour avoir été là et nous avons hâte de la prochaine étape pour incorporer donc ce crime dans le statut de Rome. Merci Patrick, merci à tout le monde pour votre participation, pour les gens qui ont contribué et merci pour le sponsorat de la co-conservation et merci pour ceux qui ont co-accueilli cet événement. Vous devez faire attention, vous allez voir, il va y avoir un développement très, très intéressant. Déjà, ça va bien plus vite que nous le pensions, en fait, et ce n'est pas le temps. Maintenant, on est en retard pour ceci et je vous remercie pour toute votre attention. Merci et bonne soirée.